Il faut savoir une chose, c'est que des principes, il y en a plein, il y en a des tonnes. Mais j'ai choisi d'en partager 10 dans cette vidéo. J'ai choisi ces 10-là. Salut, c'est Cédric, bienvenue avec moi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment écrire du code plus lisible et facilement maintenable. Il faut savoir une chose, c'est que des principes, il y en a plein, il y en a des tonnes. Mais j'ai choisi d'en partager 10 dans cette vidéo. J'ai choisi ces 10-là, non pas parce que je pense que ce sont les meilleurs ou les plus pertinents, mais j'ai choisi ces 10-là parce que je pense qu'ils sont assez faciles à prendre en main et assez faciles à s'approprier. Peu importe ton niveau, peu importe depuis combien de temps tu codes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ensemble VS Code et on va avoir 10 situations différentes. Et pour chaque situation, on pourra appliquer un principe afin d'améliorer le code que l'on aura sous les yeux. Dans cette fonction, on peut voir qu'il y a plusieurs conditions. On a plusieurs if qui sont imbriqués. Tu connais le principe des poupées russes? Bon ben c'est un peu ce qu'on a là quoi. C'est tu mets des if dans des if, dans des if, dans des if, etc. Résultat, on se retrouve avec un code qui ressemble à un escalier de conditions qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Alors, quand je parle d'éviter les imbrications inutiles, c'est surtout d'essayer d'éviter l'utilisation des else. Éviter l'utilisation des else, ça fait partie d'un principe un peu plus complet qui s'appelle le early return. C'est un pattern qui est assez connu, peut-être déjà tu le connais, et on le verra un peu plus tard dans cette vidéo. Mais là, ce que je veux faire toucher du doigt, c'est ce qu'on va gagner en essayant d'éviter d'utiliser le mot-clé else. On va déjà gagner en clarté, car on aura beaucoup moins de niveaux d'indentation qui seront utilisés. Ensuite, on va gagner au niveau de la charge mentale. On va supprimer de la charge mentale. On n'aura plus besoin de garder en tête les X conditions qui précèdent la condition sur laquelle on est à l'instant T. Quand tu lis ton code, parce que tu es en train de débugger ou parce que tu relis tout simplement. Quand tu arrives au bout d'un moment sur le if numéro 3, tu as toujours en tête quand même les deux if précédents qui font que tu arrives dans cette boucle. En appliquant ce pattern et en supprimant les else, ça va rendre cette lecture beaucoup plus simple avec moins de charge mentale. Et ensuite, en regroupant le if avec le return, notre code sera encore plus lisible et on comprendra plus facilement pourquoi on sort. Voyons ensemble comment appliquer ce principe et essayer de supprimer tous les mots-clés else. Déjà, on va lire la fonction calculer total et essayer de la comprendre un peu. Donc cette fonction, elle prend en paramètre un order, donc une commande en fait, et elle va calculer le total de cette commande-là. Donc on a une première condition qui nous dit en gros, si on n'a pas d'order, eh ben on lève une première erreur. On a une deuxième condition par la suite qui regarde un peu les items qui sont présents dans cette commande. Et si, pareil, on n'a pas d'item, on se retrouve avec une erreur qui est levée, qui nous dit attention, on n'a pas d'item. Et idem, au troisième niveau, on a encore un if qui là contrôle le statut du paiement et qui nous dit si jamais c'est payé, on continue, et si c'est pas payé, on lève une erreur. Donc si on veut supprimer nos else, il faut garder les if, mais inverser la condition. Allez, on va le faire ensemble. Donc là, on en a supprimé un premier, et qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va dire, si on n'a pas d'order, on lève direct une erreur. On s'est supprimé un else. Si on ne sort pas, qu'on continue, ça veut dire que tout va bien, ça veut dire qu'il y a une commande. On va faire pareil pour le deuxième. Donc là, de la même manière, on va dire, si on n'a pas d'item, ou si on a un tableau d'item, mais que la taille de ce tableau est égale à 0, on sort. Et donc, si on continue, c'est que tout se passe bien. Et on va faire pareil ici, de la même manière. On va dire, ok, là, on s'est débarrassé de tous nos else, et on a un code qui, dans la majorité des cas, on trouve ça plus lisible quand on est un dev. Si on n'a pas de commande, on lève une erreur. Si on n'a pas d'item dans cette commande, on lève une erreur aussi. Et si le statut de la commande n'est pas payé, on lève une erreur. Si on arrive ici, on sait que toutes ces conditions sont réunies, donc notre traitement peut se poursuivre comme il faut. Allez, passons maintenant à l'exemple numéro 2. On s'aperçoit qu'on a besoin de réutiliser la logique qui contrôle le statut du paiement ailleurs. Mais on va prendre cette condition, ce if, et on va l'extraire et le mettre dans une fonction. Cette fonction sera plus facilement réutilisable, mais aussi plus facilement testable. Regardons un peu cette fonction. Déjà, elle s'appelle checkStatus. C'est pas génial comme nom, je pense qu'on peut l'améliorer. Ensuite, cette fonction, elle prend un paramètre qui s'appelle data. Data, c'est clairement pas idéal non plus. Ce qu'on peut faire déjà, c'est renommer le paramètre. Donc on a une fonction qui nous renvoie true ou false suivant le statut du paiement. Le problème, c'est quand on lit le nom checkStatus, c'est un peu flou. Il nous faudrait quelque chose qui nous indique que la valeur de retour, c'est certainement oui ou non. C'est certainement true ou false. Et donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le préfixe is et appeler par exemple notre fonction isPaid. En utilisant ce genre de préfixe, is ou has, ça permet en fait de dire attention, cette fonction, elle va certainement renvoyer quelque chose du genre oui non, ou un booléen du style true false. L'autre chose qu'on peut faire également, c'est définir cette constante. On peut lui donner le nom status par exemple. Pareil, on se retrouve dans la même situation et on se dit status, ok, mais status de quoi? Ça manque d'informations en fait. Donc au meilleur nom, ça serait paid status. Là, on sait que on parle du statut payé et on pourrait même introduire la notion de order s'il y a besoin. Le principe numéro 3, c'est les commentaires inutiles, poubelle. Les commentaires, c'est comme le sel dans une recette. Il en faut, c'est indispensable. Par contre, dès qu'on en abuse, ça devient immangeable. Tous les commentaires où on répète exactement ce que fait le code, ça sert pas à grand chose en fait. Un bon code s'autodocumente tout seul. Par contre, des fois, dans les commentaires, on croise des choses intéressantes. On peut croiser des informations concernant un bug, concernant un ticket qui est dans Jira ou dans un autre logiciel. On peut croiser des informations concernant le traitement complexe que fait une fonction, afin de faciliter la compréhension de ce traitement. On peut croiser pas mal d'infos. Ces infos-là, elles sont importantes, donc il faut les garder. Et il faut aussi penser à une deuxième chose, c'est de mettre à jour ces commentaires quand le code évolue. Parce que bien souvent, on se retrouve avec un décalage entre ce qu'il y a dans les commentaires et ce qui se passe vraiment dans le code. Donc regardons notre fonction. Donc là, pour le premier commentaire, on a un commentaire qui décrit exactement ce
ce que fait la fonction. Du coup, on applique le principe de Dewey, c'est toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Donc là, hop, elle meurt. Deuxième condition, c'est pareil. On a un commentaire qui décrit exactement ce que fait le code. C'est pas vraiment utile, c'est ce que fait le code. Hop. Le troisième, exactement pareil, ça le statut du paiement. Si le statut n'est pas paid, on lève une erreur. Et là, pas besoin non plus. Là, par contre, on tombe sur un commentaire qui est un peu plus utile. Le commentaire du dessous, un peu pareil. On a des infos qui sont assez pertinentes. Ça peut être intéressant. Faut juste creuser, vérifier l'état du ticket, voir où ça en est. Est-ce que c'est un ticket qui a été développé, pas développé, etc. Est-ce que c'est un bug, éventuellement? Donc, c'est intéressant. Ce genre de commentaires-là, on peut même les améliorer en rajoutant des informations dedans. Et celui-là, par contre, qui nous dit qu'on retourne le prix total, on n'en a pas besoin non plus. Ça répète ce que fait le code. Alors là, on a un bout de code sous les yeux et on peut voir pas mal de choses. On voit des guillemets simples, des guillemets doubles, on voit des templates littérales, des indentations et irrégulières. On va essayer d'arranger tout ça afin d'harmoniser notre code et le rendre plus lisible. Car on se retrouve avec chaque petite différence qui vient s'ajouter à l'autre et au fur et à mesure, notre code est de moins en moins clair. Donc on va essayer d'adopter un style cohérent pour tout le projet. Si tu travailles dans une équipe, si juste en regardant le code et la façon dont il est formaté, tu peux dire quel dev de l'équipe a produit ce code, c'est pas génial. Ça veut dire que la codebase, elle n'est pas homogène. Quand tu travailles en équipe, il faut que l'équipe se mette d'accord sur des conventions de style et des conventions de nommage. Ensuite, il faudra appliquer ces conventions en permanence. Chacun a ses propres convictions, chacun a ses propres préférences. Certains utilisent des double quotes, d'autres préfèrent des if sur une seule ligne, bref, peu importe. Le but c'est juste de se mettre d'accord et ensuite de les appliquer de la même manière partout dans la codebase. Après ce qu'on peut faire c'est se baser sur des conventions qui sont déjà connues, déjà utilisées. Par exemple, Airbnb a fourni des conventions, on peut se baser sur celle-là. Après il y en a plein d'autres. Dans certaines équipes, avant de soumettre une PR ou une MR, il y a une to-do list avec ce qu'il faut faire. Et parfois, on va retrouver le fait qu'il faut contrôler et vérifier l'application de toutes les conventions. On vérifie que la convention de nommage est bien appliquée et que la convention de style est bien appliquée aussi. Mais il faut savoir un truc, c'est que cette charge mentale, elle peut être rendue automatique. On peut utiliser un formateur automatique comme Preacher ou ESLint. Comme ça, on n'a même plus besoin d'y penser. En fait, quand on fait CTRL-S ou quand on fait POM-S si on est sous Mac, ça enregistre automatiquement et ça formate. Du coup, ça nous enlève une charge. Voyons ensemble un peu cette fonction calculée totale. On a un premier if où on n'a pas d'indentation, un deuxième qui est complètement décalé, un troisième où il manque une indentation, il est collé. Donc on va essayer de régler tout ça. Là, on a des if, mais ceux-là, ils sont sur une seule ligne alors que ceux du dessus sont sur plusieurs lignes. Il faudrait en fait homogénéiser tout ça pour avoir vraiment la même chose partout. Donc si on décide d'avoir nos accolades avec les if, on les met partout. Après, on peut très bien les supprimer et garder les if sur une chaîne. C'est juste qu'il faut que ce soit cohérent. Alors ce principe, ça ne veut pas dire que la duplication est interdite, car la duplication c'est parfois nécessaire en fait. Lorsque deux fonctions font la même chose, mais qu'elles ont deux buts différents, ou deux raisons d'exister différentes, ou deux raisons d'évoluer différentes, fonctions qu'il ne faut pas regrouper en fait, car ça va poser des problèmes dans un futur plus ou moins proche. En revanche, on ne devrait pas répéter deux fois la même règle ou la même logique métier. Si à chaque fois c'est pour le même but, le même rôle, ça n'a pas de sens. Là la solution dans ce cas-là c'est de réunir dans une seule fonction les deux bouts de code. Résultat, on a moins de lignes de code, on a moins d'erreurs, et on peut plus facilement modifier et faire évoluer notre code à un seul endroit. Donc voyons ensemble ce cas de figure. Donc nous avons deux fonctions, calculer total with shipping et calculer total without shipping. Ces deux fonctions possèdent un bout de code qui est en commun, c'est celui qui calcule le montant total par rapport aux items qui sont présents dans la commande. On prend le prix de chaque item, la quantité, on fait une multiplication et ça nous donne en fait le montant total de la commande. C'est juste que là dans un cas on a une fonction en fait qui ajoute les frais d'expédition et dans l'autre cas on n'a pas de frais d'expédition. Là on a bien de la duplication car c'est le même but, le même rôle. Ce qu'on peut faire c'est extraire ce bout de code. Dans ce cas-là c'est pertinent. Ici, on va voir la suite du principe numéro 1. Le principe numéro 1, c'est celui où on a supprimé tous les else. En fait, le pattern dont je vais te parler, il s'appelle early return. Ce pattern, il préconise de supprimer l'utilisation du mot-clé else, mais aussi, il va plus loin dans le sens où il préconise de retourner ou d'échouer le plus tôt possible dans une fonction, de ne pas attendre. Par exemple, on vérifie les entrées et les paramètres au début de la fonction et on retourne une erreur si elles sont pas valides. Ça simplifie ton code et ça évite des calculs inutiles. Et ceci, c'est encore plus important quand il y a des calculs complexes ou des calculs coûteux. Donc, voyons la fonction. On a notre fonction calculer total qui prend en paramètre l'order. Et là, on a de l'optional chaining parce qu'il se peut qu'on se retrouve avec pas d'item. Donc plutôt, en fait, que de mettre en place de l'optional chaining et d'avoir une condition qui, après, lève une erreur, le mieux est de directement lever une erreur. Donc contrôler le paramètre d'entrée, contrôler l'order et lever une erreur s'il y a besoin. Et de faire le calcul dans l'autre sens. Donc là, on n'a plus besoin de l'optional chaining puisque si on arrive là, on sait qu'en fait, on a des items et qu'on a au moins un item dans ce tableau. Et si ce n'est pas le cas, une erreur aura été levée. C'est tout pour ce principe-là. Passons maintenant au principe numéro 7. Notre principe numéro 7, c'est les valeurs magiques, c'est non, on les évite. Si tu vois par exemple 0,9 dans un calcul et tu te demandes ce que ça représente, c'est un problème. Il vaut mieux donner un nom à ces chiffres en fait. Comme ça, tout le monde sait ce que ça représente et le code est plus lisible. On a une valeur magique, plus égale 5. On devine que ça peut correspondre à du shipping, parce que forcément on a cet indice-là.
mais on sait pas trop. Donc le mieux, par exemple, dans ce cas-là, ça serait de définir une constante qu'on appelle shipping cost et cette constante de l'utiliser à cet endroit-là afin de bien préciser qu'est-ce qu'on vient ajouter et non pas une valeur magique. Voilà, ce principe numéro 7, c'est surtout d'éviter ces fameuses valeurs magiques. Là, sous les yeux, on a une fonction qui change une variable globale et ça rend notre code moins prévisible. Et ça, nos amis les tests unitaires, ils aiment pas trop. Ils préfèrent le code prévisible. Ce genre de fonction, ça déclenche ce qu'on appelle des effets de bord, c'est-à-dire qu'elles effectuent une action sur des valeurs qui sont hors de son scope. En plus, ce genre de fonction outrepasse quelque part son rôle de responsabilité unique, dans le sens où elle fait plusieurs choses en même temps. Elle calcule un total, mais elle définit aussi une valeur de remise et des frais d'envoi. Donc ce genre de fonction, avec des modifications sur des éléments externes, sont plus difficiles à tester et à débugger. C'est aussi pour ça qu'il faut éviter à tout prix ce genre de code. Solution, on essaie de faire des fonctions pures qui touchent à rien en dehors de leur scope. Résultat, on a un code plus sûr, plus prévisible et plus facile à débugger. On a deux variables globales, discount et shipping cost, et on peut voir qu'en fait ces deux variables vont être modifiées au travers de cette fonction. Et ça, c'est clairement pas l'idéal. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas modifier ces valeurs-là, ou alors qu'elles fassent partie de la fonction. Donc voilà, là on rapatrie les variables à l'intérieur de la fonction, on est plus safe. Être un dev, c'est pas faire des trucs super compliqués juste pour impressionner ses potes. Un code simple et clair vaut mieux qu'un chef-d'œuvre incompréhensible. De manière générale, on écrit du code pour nous et pour les autres devs. Donc il faut garder en permanence en tête le fait d'être le plus simple et le plus lisible possible. En termes de code, la simplicité, c'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir. Donc on a une fonction calculée totale et dedans notre développeur a utilisé la fonctionnalité reduce. Donc on se retrouve en fait à calculer pour chaque article qui est présent dans cette commande une valeur pour la remise en fait, pour le 10%. Donc on a un total global qui va être construit au fur et à mesure du reduce, on va parcourir les items un par un et on va venir ajouter le total de chaque item pour avoir le total global et sur chaque item on va calculer un pourcentage de la réduction. Sauf que le code, je pense, de mon point de vue, est moins lisible comme ça en fait. Avoir un réducteur et appliquer la remise partout, je trouve que c'est moins lisible. Donc il faudrait essayer de trouver une solution un peu plus claire. C'est pas génial, c'est pas optimal niveau lecture. Une des solutions envisageables où on a un réducteur qui calcule seulement un montant global et ensuite on applique le code promo sur le total qui a été calculé. Si on essaie d'optimiser une fonction alors qu'on sait même pas quel est le besoin, il faut s'arrêter de suite. On code d'abord, on optimise ensuite. Les optimisations prématurées, c'est comme préparer ton sac à dos pour une rando où tu sais pas où tu vas. Donc si par exemple, on veut trier des items et on veut faire son propre algo de tri, c'est pas forcément pertinent. Il vaut mieux déjà trier ces items avec une fonction ou un algo de base et ensuite on verra si on a vraiment un goulot d'étranglement ici et on reviendra sur l'algo de tri pour le refaire s'il y a besoin. C'est pas un problème. Mais il faut d'abord identifier un problème au niveau des performances et ne pas deviner ce problème et commencer à coder des choses assez complexes ou des optimisations prématurées qui ne seront pas nécessaires. Ça, c'est pour notre principe numéro 10. On pourrait se retrouver par exemple avec un développeur qui fait des benchmarks et qui compare un peu l'utilisation de la boucle for avec l'utilisation d'une autre fonctionnalité, éventuellement un map ou un reduce, et essayer d'en déduire sur la différence des performances des deux et de choisir la solution la plus optimisée. Mais on peut se retrouver avec un code qui est un petit peu moins clair. Donc dans un premier temps, il vaut mieux mettre un focus sur la clarté du code et ensuite revenir directement sur la partie performance. Le mieux, c'est de déjà voir si au niveau de l'équipe, tout le monde maîtrise bien les concepts et tout le monde est d'accord. Parce que si on part trop loin dans les performances de suite, on peut se retrouver avec des développeurs qui ne maîtrisent pas forcément la fonctionnalité qu'on veut mettre en place et ça peut gêner en fait au niveau de la lecture du code. Par exemple, au niveau de feature, juste avant de partir en vacances et que dans cette feature, on a mis du code et on a utilisé des fonctionnalités et tout le monde ne maîtrise pas ces fonctionnalités-là. Si un bug tombe pendant qu'on n'est pas là, ça peut être compliqué pour les autres développeurs de se retrouver avec du code qu'ils vont pas du tout comprendre parce qu'on a déjà commencé à travailler un petit peu les performances. Donc le but principal, c'est déjà de se focus sur la clarté et ensuite, on verra pour les performances une fois qu'on aura vraiment identifié un goulot d'étranglement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Tu viens de voir 10 principes qui me sont assez utiles au quotidien. Le but en appliquant ces principes, c'est de rendre ton code plus propre et toi de te rendre plus zen. Un code lisible, c'est moins de bugs, moins de stress et plus de plaisir à coder. Si cette vidéo t'a été utile, lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage-la. Et quant à moi, je te dis à bientôt.